Comment réaliser une étude de marché? Deuxième vidéo de ma série sur la création d'entreprise. Dans cette vidéo, nous allons voir l'une des parties les plus importantes de la création d'entreprise, l'étude de marché. L'étude de marché, c'est l'analyse détaillée des besoins du client. En effet, si l'analyse de vos clients est biaisée, cela peut avoir de fortes répercussions sur votre chiffre d'affaires et même sur la pérennité de votre entreprise qui risque d'être mise à mal. Yvon, qui s'est lancé dans une entreprise de boucherie végane, peut en témoigner. Une bonne étude de marché aurait montré à Yvon Anchier que bien que très novatrice, son idée risque de ne pas trouver son public. Cette vidéo se décompose en 7 parties. La segmentation de votre cible, les différents profils de vos clients, les motivations, mobiles, freins, critères d'achat de votre cible, comment achète votre cible, où se trouve votre cible, quel est le prix psychologique de votre cible pour votre produit ou votre service, et quelle est la taille de votre cible. Il y a un timecode dans la description de la vidéo si vous voulez aller directement à l'une de ces parties. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drôme Économie. Aujourd'hui, nous allons donc voir l'étude de marché. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez m'aider à améliorer cette chaîne, vous pouvez faire un don, même minime, sur Tipeee. Le principe général de l'étude de marché est de poser des postulats et de les vérifier ensuite par une enquête. La segmentation de votre cible. La segmentation part d'un principe simple. Si vous vendez tout à tout le monde, vous ne vendez rien à personne. Il est donc important de découper votre cible en formant des groupes homogènes de personnes ou d'entreprises qui ont les mêmes besoins. Ce sont des besoins que vous pouvez satisfaire de la même façon. Ce doit être des clients qui accepteront de payer le même prix et avec lesquels vous aurez le même type de relation. La segmentation vous permettra donc de créer des groupes homogènes. Par exemple, si vous voulez vous adresser aux entreprises, vous n'allez pas vous adresser à toutes les entreprises à la fois. Vous allez vous adresser soit aux entreprises d'un secteur d'activité défini, soit aux entreprises de grande ou de petite taille, ou encore aux entreprises d'une zone bien déterminée. Comment segmenter la cible? Vous devez choisir des critères ou des clés de segmentation qui sont appropriés à votre produit ou à votre service. Ces critères de segmentation peuvent être, par exemple, l'âge, le sexe, le domicile ou le mode de consommation. Bref, tout ce qu'il y a de particulier qui vous permet de regrouper les gens entre eux. Ce qui est important ici, c'est que les critères doivent être mesurables. On doit pouvoir quantifier les potentiels clients. Nous en parlerons dans les prochaines vidéos. Il est possible qu'au fil de votre enquête, la situation évolue. Encore une fois, il s'agit de poser votre postulat et d'aller vérifier par des enquêtes. Prenons l'exemple de mon cousin Luc. Luc Ratif veut créer une marque de jouets. Le jouet est un monde très vaste qui va du bébé à l'adulte. À moins d'avoir des financements infinis, Luc peut difficilement créer et vendre des produits pour chaque classe d'âge. Et il y a peu de chances qu'un jouet qui plaît à un bébé plaise aussi à un adulte. Luc va donc devoir choisir une partie de ce marché, une seule classe d'âge et probablement un sexe. Il définit sa cible comme celle des parents ayant des enfants en bas âge, l'âge des oursons et des poupées. Alors vous me direz, il y a des hommes adultes qui achètent des poupées, mais c'est un marché complètement différent avec des poupées qui ne sont pas du tout les mêmes. Le profil de vos clients. Il se peut qu'en dehors des acheteurs de votre produit, il y ait également des individus différents qui peuvent concourir à l'achat de ce produit. Je m'explique. Vous pouvez avoir des prescripteurs.
Les cas les plus fréquents sont ceux des clients de mon cousin Luc. Les produits destinés aux enfants. Ici, le prescripteur, c'est l'enfant, et l'acheteur, c'est le parent. Tout comme l'enfant peut vous faire acheter un produit dont il a entendu parler dans son entourage. Dans ce cas, il y a deux prescripteurs. Celui de qui l'enfant tient l'information, un ami par exemple, et l'enfant lui-même, qui est le prescripteur de votre achat. Vous voyez donc qu'à propos des profils de vos clients, on a un utilisateur, un prescripteur et un acheteur. L'essentiel est de pouvoir les motiver et les pousser à l'achat. Quelles sont donc les motivations et les freins? Les besoins sont fondamentaux, mais ils ne suffisent pas pour déclencher un acte d'achat. Voyons donc les motivations et les freins à l'achat. Elles sont réparties en 3 catégories, à savoir les motivations freins hédonistes. La motivation ici est la recherche du plaisir par la consommation ou la possession d'un produit. Le frein, quant à lui, serait une impression désagréable à la consommation ou la possession d'un produit. J'aime aller prendre un café chez Starbucks, mais si le barista a la manie de cracher dans les cafés qu'il prépare, j'irai un peu moins souvent, même si ce ne sont que de tout petits crachats. Les motivations et les freins rationnels. La motivation dans ce cas est une incitation à l'achat d'un produit parce qu'on pense qu'il nous est utile. Il présente des avantages. Par contre, le frein est la perception d'un rapport avantage-inconvénient négatif. Les motivations et les freins éthiques. La motivation est un sentiment de devoir qui favorise l'achat, comme par exemple les marques de commerce équitable. Le frein, lui, s'apparente à un refus d'acheter un produit ou une marque par souci moral. Par exemple, si elle fait travailler des enfants dans des pays pauvres. Cependant, pour compléter les motivations, il existe les mobiles d'achat. Les mobiles d'achat, on les regroupe sous l'appellation SONCAS, pour s'en souvenir. S-O-N-C-A-S. Découvrons ensemble les différents types de mobiles d'achat. La sécurité. Votre client a besoin d'être rassuré sur le produit, sa fiabilité, sa qualité. L'orgueil. Ici, on a l'effet de mode. Faire preuve d'un certain standing. La nouveauté. Le besoin de changer, l'innovation que vous propose votre produit. Le confort. Le client va rechercher un bien-être, une facilité d'utilisation, une flexibilité. L'argent. Votre client va chercher à réaliser de bonnes affaires. La sympathie. C'est le côté affectif qui peut pousser le client à acheter parce qu'il vous aime bien. Votre accueil est amical. À présent, nous allons compléter les motivations et les mobiles avec les critères d'achat. Comme pour les motivations, il y a des critères rationnels tels que le prix, la garantie, la nouveauté. Il y a également des critères affectifs du genre le vendeur est sympa, l'accueil est agréable, la boîte est cool. Cependant, il faut noter que plus le client aura une offre large de produits, plus il va se baser sur des critères rationnels pour faire son choix. En revanche, plus le client sera en contact avec le vendeur, plus cela va créer un lien affectif pour motiver ses achats. Acheter une boîte de petits pois en supermarché est de plus en plus rationnel. Acheter une robe dans une boutique est de plus en plus affectif. Alors, comment achète votre cible? Ici, nous allons examiner les modalités d'achat de votre client. Par quels moyens votre client achète-t-il? Pour les clients de Luc, des particuliers, ça peut être des achats en ligne, en magasin ou en hypermarché. Pour une entreprise, par exemple, elle peut acheter par appel d'offres, par gré à gré, régulièrement ou périodiquement.
Ça dépend. La question à vous poser est « Où vais-je trouver mon client ?» et à quel moment de l'année? Le prix psychologique. Le prix psychologique est le prix que votre client va accepter de payer sans aucun frein. Il est situé entre deux bornes, à savoir la borne supérieure, au-dessus de laquelle votre client va refuser de payer car il estime que c'est trop cher. La borne inférieure, en dessous de laquelle le client estime que le prix est trop bas et en conclut que le produit ne sera pas de bonne qualité. Essayez d'offrir une bague à 5 € à votre fiancé, votre relation va se compliquer. Les entreprises, tout comme les particuliers, ont des prix psychologiques. Il dépend de votre produit, du contexte et des conditions dans lesquelles se trouve votre client. Lorsque le besoin est urgent, le client peut faire des sacrifices. Mais quand ce n'est pas le cas, il peut s'en passer. Alors, comment faire pour identifier le prix psychologique de votre client? Vous pouvez y arriver par votre expérience professionnelle, si vous avez déjà eu à exercer ce métier et que vous possédez des informations là-dessus. Par ailleurs, toutes les études que vous aurez lues préalablement sur ce sujet vont vous donner quelques éléments. Vous allez donc vous fixer des bornes supérieures et inférieures comme postulat et vous les vérifierez au moment de l'enquête. La taille de votre cible. Cet élément est très important car la taille de votre cible multipliée par votre prix psychologique égale votre chiffre d'affaires. Alors, comment faire pour déterminer la taille de votre cible? D'abord, vous allez vous baser sur une première estimation qui est liée aux critères de segmentation de votre cible. Cette estimation doit être par la suite ajustée à votre concurrence, car vous n'êtes pas tout seul à proposer des produits ou des services dans votre secteur d'activité. Et si vous êtes seul, posez-vous des questions. La cible des pirates à jambes de bois est-elle une cible suffisamment large pour vous assurer assez de clients? J'y reviendrai ultérieurement dans une autre vidéo où je vais vous parler de la concurrence. Autre ajustement, le réalisme. Si par exemple vous ouvrez un café avec un potentiel de 500 000 clients et que vous êtes le seul à les servir, il est clair que vous n'allez pas vous en sortir. C'est donc à vous de vous organiser, que ce soit pour la production, la distribution ou le timing. Bref, c'est à vous de voir. La localisation de votre cible. Il est très important de savoir où se trouve votre cible. Est-elle proche ou éloignée de vous? C'est essentiel pour pouvoir communiquer avec elle, lui faire comprendre que vous existez. Si votre cible est proche, vous pouvez mettre des flyers sur des voitures ou ouvrir une boutique. Par contre, si elle est éloignée, il faut utiliser des moyens différents. Vous pouvez penser à une communication en ligne, par exemple. Toutefois, il est nécessaire que vous soyez le plus proche possible de votre cible pour pouvoir communiquer avec elle et mieux satisfaire ses attentes. En résumé, la méthode générale pour mener à bien une étude de marché, c'est d'interroger votre cible. Une étude de marché porte sur quelques principes simples. 1. La maîtrise de votre cible pour savoir qui elle est et pouvoir aller lui parler. 2. Sortir pour aller interviewer votre cible. 3. Vous devez mener votre interview avec un questionnaire bien adapté. Je vous mets ici ma playlist sur la création d'entreprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lors de la sortie de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi partager la vidéo et un grand merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee.